Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Merci de votre fidélité. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont encore de l'électricité. Vous l'aurez compris, l'actualité est quelque peu chamboulée par ces coupures qui ne cessent de se répéter. Des coupures donc liées à EDM. On parlera de ça et de l'actualité avec mon invité Zaidou Tavantaï. Bonsoir. Bonsoir Abi. Le conseiller général de Mamoudzou II qui a été d'ailleurs touché par cette coupure. Une partie dans la lumière, une partie dans... On en parlera juste après les titres de la journée. Volaille Soleil Mayotte, voilà comment sera nommé le nouveau projet en collaboration avec Théophane Narianin. La révolution de la production locale de volaille est en marche. Le projet est très ambitieux, il va changer la manière de penser production locale sur le 101e département. Un projet qui a coûté tout de même 17 millions d'euros. Quotidiennement, des enfants fréquentent la route nationale donnant sur la rocade de Mtsapéré. Chaque jour, ils risquent leur vie sur la voie publique. Il y a 3 jours de cela, un jeune se faisait écraser le pied. Il se trouve aujourd'hui toujours à l'hôpital. Karim a évité de peu le pire à son petit frère. Les automobilistes, eux, ne comprennent pas pourquoi ces enfants n'ont pas peur de cette route qui a bien changé depuis maintenant 10 ans. Et puis Adrien Demonte a 23 ans, il brille déjà par ses performances. Ce maître d'échecs, bientôt grand maître, est de passage sur le territoire pour rendre visite à ses proches. Il en profitera pour effectuer un stage de perfectionnement en vue de ses prochains tournois d'échecs. Démonstration cet après-midi à Mgombani, il était seul contre 20 participants. On ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas depuis ce matin, le réseau EDM est instable. Les coupures d'électricité se sont enchaînées à Mamoudzou principalement, mais également dans le sud et le centre de l'île. Shakila Issouf. Comme à chaque coupure, les Mahorais s'adaptent et ont toujours un plan B pour pouvoir gérer les soirées. Ce soir, ce sera repas au feu de bois sur la terrasse pour profiter de la luminosité de la lumière. Mais content, mais patient, ils se préparent à toute éventualité étant donné que de multiples coupures ont déjà eu lieu dans la journée. Ramongaliane ziapari zatu hizo rabuzi kula saa mwingi ukupiwa na mimi kula saa mwingi ene kazi zimenya ipapo mavuna tetu ya parati. Nous sommes à Tsunzu face à la station-service. Certaines habitations sont généralement pourvues d'électricité, d'autres pas. Pour Kolo Nzuru, cela fait 2 ans qu'il vit sans électricité. Malgré toutes les démarches entreprises, le père de famille vit avec ses 5 enfants dans une maison en tôle précaire. Mayotte change et prendre de l'électricité chez le voisin est un risque que Kolo ne veut pas prendre pour éviter les amendes. Oui, demo warongwamba mtu obligé mtu katozwarenga mwenge hamnyawe. Yani wasi secteur nika vani rina watu mkini wengi swafi side van to be presque tunzuni kamili war maurin kamili kula wanadamu astambia mwenge leo mana zuzina jana wantwa ko ambilo amba utojo ufanye uje unu ujofanye tinini yao renge mwenge avasa mwenge paka itsaha planka dastri utsatini yano amotsa mwenge lovani hairi jelo wako mkino wako ndoko muamli mashungi yatoka borora hana utsa mwenge leo au utsa maji yani kula shutu yapata na mesha maorevani si joa be wami sona mba vraiment ya nziro swafi side waswa maore side wanzuani side wa jinwa lambali yani vraiment lovanu maore wasir stambia shikalte ubandu wa maisha yani neka wanyo mazwamana mto gaudza hili yangina rujori sena hili yangina be kalteni kamuraja yani karakara hensi ma département il n'y a qu'à prison. À Mayotte, des foyers sont encore sans électricité, pendant que d'autres juste à côté en ont, mais subissent de plus en plus souvent des coupures. Ces deux situations qui cohabitent au quotidien sont préjudiciables pour tout le monde.
Puis on rappelle qu'à l'heure où nous parlons, la situation n'est toujours pas réglée pour une partie de Mamoudzou et du Tavandaï. On bat tous les records cette année. Il faut d'abord rassurer les gens c'est les privilégiés qui arrivent à nous suivre ce soir que nous avons la lumière. Voilà, même je suis ébloui, puisque pendant plusieurs heures, j'ai vécu dans une zone de Mamoudzou 2 où il n'y a pas d'électricité. Cette panne a des conséquences quand même très dérangeantes, je l'imagine bien, puisque je le vis moi-même. Mais ce n'est pas non plus une raison de jeter la pierre lourdement à l'entreprise EDM qui je dois bien connaître puisque c'est une des belles entreprises de Conseil général qui marche, qui fonctionne bien, qui a entamé un gros travail de mise aux normes de ces réseaux ici à Mayotte. Il y a des dysfonctionnements par moment, comme c'est le cas là, comme ça arrive de temps en temps. Ça arrive, oui, mais moi je vois comme ça et je dis aux Maoris aussi de regarder. C'est une des entreprises ici à Mayotte qui a entamé vraiment des lourds investissements pour mettre aux normes ces réseaux. Et c'est une entreprise qui monte en puissance, connaît par moment quelques difficultés. Il va falloir, ceux qui vont connaître des dégâts matériels importants, faire valoir le droit auprès de l'entreprise. Je pense qu'à leur niveau, ils ont pris des dispositions pour ça. Mais on ne doit pas aller jusqu'à décrier que c'est une entreprise qui dysfonctionne totalement. Ce n'est pas le cas. Alors justement, en parlant de ces normes, elles sont nombreuses, françaises, européennes. Vous parlez donc des potentiels remboursements qui pourraient avoir lieu. Or, ces consommateurs vous diront que c'est très difficile de se faire rembourser un frigo, une télévision, quand il arrive ce genre de coupure. Alors, j'ai écouté le monsieur là, qui est allé jusqu'à dire qu'il ne savait pas que la départementalisation allait avoir comme conséquence aussi cette difficulté d'avoir l'électricité. Bon, la départementalisation, je fais partie des élus locaux qui ont sillonné le village pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de la départementalisation. Mais ce n'est jamais assez sans doute. Quand on écoute les gens, on sent que le travail, on ne l'a pas fait comme il faut, peut-être pas suffisamment. Mais on a essayé quand même d'expliquer aux Maoris que ça a des conséquences. Eh bien, une des conséquences, c'est la mise aux normes des choses. Et l'électricité, c'est un domaine où le bricolage peut s'avérer mortel. C'est normal que des Maoris en 2014 n'aient pas d'électricité. Oui, même si on est de nationalité française, même si on est Maoris de souche, on se doit quand même de recevoir chez soi l'électricité en bonne norme. Il ne faut pas non plus tuer le Maoré, il faut donner l'électricité au Maoré en bonne norme. Et aujourd'hui, on parle des consuels il faut faire l'installation électrique chez soi en respectant la norme qui est la norme nationale, française, européenne aujourd'hui. Je ne vois pas comment EDM peut se hasarder en donnant l'électricité à quelqu'un au motif qu'il est Maoré, il est local, alors qu'il n'a pas respecté les normes. Bon, maintenant, peut-être, c'est notre mission aussi d'élu, il faut voir de très près dans quelle mesure on peut accompagner ces gens-là pour rentrer dans cette norme. Certains ont du mal parce qu'ils n'ont pas toutes les informations pratiques, techniques. C'est là où peut-être il faut les aider un peu, ou des fois ils n'ont pas l'argent qu'il faut pour faire ça. Mais le fait d'exiger à ce qu'on arrive à une certaine norme pour recevoir l'électricité, ça je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. En tant qu'élu, je le comprends qu'il n'a pas l'électricité, mais l'électricité, on ne doit pas le donner aux gens sous forme de bricolage parce que c'est mortel, on peut mourir là-dessus. Nous y reviendrons bien évidemment dès demain puisque nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé du côté d'EDM. On rappelle par ailleurs que certaines personnes sont encore dans le noir. Et puis on en vient à cet accident qui a eu lieu ce matin du côté du rond-point SFR. Regardez ces images qui ont été tournées dans la journée. Un deux roues qui est entré en collision avec un camion. On va voir les images normalement dans quelques instants. Les pompiers qui sont arrivés assez rapidement puisque le conducteur est légèrement blessé. La circulation a été bloquée. Les policiers sont donc arrivés sur place afin de tenter de mettre en place un périmètre de sécurité, pas de blessés pas de blessés lourds plutôt. Mais donc ce conducteur de deux roues qui est entré en collision avec un camion. Écoutez d'ailleurs à ce propos une personne qui était sur place, un témoin qui a vu ce qui s'est passé. Il répond aux questions de Patrick Millan. Moi j'ai arrivé de Mamoudzou et une fois arrivé à l'entrée de Kaoni, j'ai trouvé les embouteillages. J'ai vu mes feux de détresse et les embouteillages s'avançaient petit à petit. Arrivé là, à ce stade, il y avait une jeune policière qui voulait sortir de cette parking. Moi, je regardais sur mon rétroviseur, côté gauche, il n'y avait pas de scout qui arrivait, donc moi, je lui ai cédé le passage. Et en face, il y avait un camion aussi qui arrivait. On s'est convenu, vu qu'il n'y avait pas de moto ni
Le camion s'est arrêté, moi aussi je me suis arrêté, on lui a fait signe. Au moment où il allait partir, moi j'ai vu le scoot arriver, j'ai sorti ma main pour lui faire signe de diminuer la vitesse. Et le mec il n'a pas vu la main, et, pouf, il est rentré sur la 106. Donc malheureusement, il n'a pas pu l'éviter. J'ai sorti la main mais ça n'a pas marché. Les accidents de circulation qui sont de plus en plus nombreux, vous le verrez tout à l'heure. Ce matin, Théophane Nariana a dévoilé son projet très ambitieux baptisé Volaille Soleil Mayotte. Il s'est rapproché des agriculteurs locaux. Une cinquantaine a répondu à son appel afin de participer à ce projet. Le kilo de viande produit devrait tourner aux alentours de 6 à 7 euros le kilo. Les images sont signées à Bassaliti. 5 producteurs ont été choisis, dont 4 Mahorais diplômés de la filière agricole. Tous sont regroupés en association et disposeront chacun de 2 poulaillers de 400 mètres carrés par unité et d'une serre, soit au total 10 poulaillers et 5 serres. Volaille Soleil Mayotte, pour sa part, conservera une unité pour ses recherches en développement, la structure ne se destinant pas à la production proprement dite. Alors ce projet, ça fait 2 ans désormais qu'on travaille dessus et on arrive un petit peu à l'aboutissement. Et ce projet, c'est un projet d'ensemble qui consiste à organiser toute la filière volaille sur Mayotte. Ça commence par des œufs importés, donc nous aurons un couvoir pour fabriquer les poussins d'un jour. On va distribuer ces poussins à nos associations, ainsi que la population, les gens qui veulent acheter. Un couvoir sera construit et les poussins seront livrés aux éleveurs. Ceux-ci, au bout de 35 à 40 jours, remettront l'intégralité de leur production à VSM, qui se chargera de les acheminer vers son abattoir et également réalisé par ses soins, respectant ainsi toutes les normes en vigueur. La production entièrement halal s'orientera vers du poulet frais, de la dinde, mais également des plats cuisinés, un peu de congelé et toute une batterie de charcuterie volaillère qui se destineront à une chaîne de 10 magasins répartis aux 4 coins de l'île. On aura une plateforme d'importation de certains fruits et légumes et surtout pour rassembler l'ensemble des produits que nous allons fabriquer pour pouvoir router vers nos magasins. Et dans ce programme d'élevage, il y a aussi un volet agricole, donc il y aura des serres. Nous aurons une douzaine de poulaillers dans un premier temps et environ autant, je crois, de serres pour permettre à l'agriculteur de gagner sa vie correctement. 150 emplois seront créés. La production estimée sera de 800 à 1000 tonnes par an pour les 2 premiers exercices. Dans quelques mois, la dizaine de magasins franchisés avec une identité propre, un réseau informatique dédié pour passer commande, des vendeurs en uniforme feront leur apparition. Un projet qui sera donc mis en place dès 2015. Les deux Tavandaï, on l'a vu hier, les agriculteurs étaient en train de crier leur colère au Conseil général. Ils se sentent oubliés, ils se sentent délaissés par les élus. Et là, on voit un projet, un monstrueux projet ambitieux qui finalement nous prouve que c'est possible. Alors je suis admiratif par rapport à ce que j'ai vu là, parce que j'étais habitué. IBS, c'est le parpaing, c'est là, c'est la Caillasse, bon, je suis surpris de voir que IBS, c'est aussi les volailles, etc. Mais moi, j'aime l'entreprise, parce que c'est ce qui permet de créer la richesse dans un territoire, dans un pays. Quelques années, on a été frappé ici par le mouvement d'humeur, la grève, la vie chère. Mais la vie chère derrière, c'est une guerre économique qui doit être gagnée. Je ne pense pas qu'on gagne la guerre économique contre la vie chère en paralysant un pays pendant 40 jours. Moi, je crois que c'est par des initiatives comme ça, c'est par des messieurs comme ça, qui savent donner toute leur énergie, leur intelligence, leur inventivité, leur créativité, leur argent aussi, leur sueur, pour inventer des solutions. Et ce sont des solutions comme ça qui permettraient ici de gagner la bataille, la guerre de la vie chère. IBS a permis... C'est Théophane Nariana, plus des producteurs et des agriculteurs maoris. Je vais venir. IBS a permis, dans un autre domaine, parapluie, etc., à faire gagner aux Maorais beaucoup d'argent. Parce que, y compris en arrobé, hein, parce que les gens qui gèrent les cultures peuvent le dire, à un moment donné, il n'y avait qu'un seul opérateur ici, arrobé c'était envolé, on était quasiment à 400 € le mètre cube, quoi. Ce qui était incroyable, c'est des prix qu'on trouve nulle part. Son arrivée ici a fait du bien dans le BTP.
Et j'espère que son arrivée ici dans ce domaine, je ne savais pas du tout qu'il avait de l'expertise et de l'ingénieur ici. Ça, ce qui démontre quand même que l'entrepreneur, d'abord, c'est la capacité de créer. Et j'espère qu'il aura le même succès que ce qu'il a eu en Parpin. Ça, il y a les agriculteurs maorais, naturellement. La vocation de conseil général, c'est de les soutenir. Mais une activité de cette nature a aussi sa place ici à Mayotte, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Baisser les prix, derrière, c'est une guerre économique. Il faut donner envie aux acteurs de venir s'installer ici. Et c'est lorsque la concurrence reste la meilleure politique sociale sur un territoire. Et si il est là et d'autres acteurs locaux, les agriculteurs locaux, arrivent aussi à faire ce qu'il faut faire dans le domaine, ça ne peut être que bénéfique pour la population. En attendant, Théophane Narianin est donc un entrepreneur du privé. Il allait chercher ses fonds, ses subventions. Il a monté un projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur le Conseil général pour aider les agriculteurs et l'agriculture en général. Moi, je pense que c'est la vocation d'un conseil général qui a connu d'abord le nôtre, il a connu plusieurs années de déficit financier. Aujourd'hui, il sort de cette difficulté. Il faut accélérer cet assainissement financier. C'est ce qui permettrait à l'institution d'accompagner les entrepreneurs. L'animation économique, le soutien de l'agriculture locale, c'est la vocation du conseil général. Mais je le dis, c'est son honneur d'avoir su créer les conditions pour amener ici 15 millions, parce que c'est les chiffres que j'ai entendus là, 17 millions, créer des emplois et puis renforcer l'offre dans ce domaine quand même qui est important ici, la denrée alimentaire. Et on a vu, dans ce bout de caillou situé à 10 000 km, les prix sont très chers et derrière c'est l'entreprise qui permettra de baisser le prix. Je ne suis pas certain, en tout cas je ne fais pas partie de cette église qui croit que c'est la grève qui permet de baisser les prix. On y reviendra. Chaque jour, ils risquent leur vie sur la voie publique. Eux, ce sont ces enfants de moins de 15 ans qui s'amusent le long de la route nationale à Mtsapéré. Le remblai est la partie la plus dangereuse et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à venir s'amuser. Il y a 3 jours, un jeune garçon a failli laisser la vie, Shakila Issouf. C'est une route nationale des plus banales, mais le secteur est réputé dangereux. En cause, les nombreux accidents de la circulation qui s'y produisent. Les jeunes de Mamoudzou fréquentent régulièrement ce pan de route qui donne sur la mer. La plupart des victimes, des jeunes qui s'amusent ici et qui se baignent en fin de journée. Il s'est failli se blesser, s'écraser avec une voiture. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça puisqu'il s'est pu se débrouiller pour sortir de la route. C'était mon frère avant-hier. Mais moi, je vois tout le temps les enfants passer ici. Je vois la situation, je vois que c'est vraiment grave. On doit vraiment chercher une solution, résoudre tout ça parce que si on va comme ça, on ne pourra pas aller loin. Et on est dans une situation vraiment grave à Mtsapéré. Donc voilà, c'est ça ce que je pourrais dire. À Mtsapéré, vu qu'il n'y a pas de sécurité, on peut toujours attendre la mort à cause des petits gamins qui sont même pas adultes en plus de ça et leur mère ne le regarde pas chez eux. C'est ça l'inconvénient dans tout ça. Donc on doit vraiment chercher une solution. Comment sensibiliser les enfants pour qu'ils ne jouent plus sur cette route? La question est posée, mais l'ensemble des automobilistes assistent impuissants au spectacle d'enfants qui traînent le long de la route nationale. Il n'y avait pas le remblai. En fait, les gens jouaient au foot sur le sable. En fait, des matchs, on faisait des matchs, des tournois dessus. Donc c'est une nouvelle route, ça fait à peu près 3 ans à peu près qu'elle est là. Ouais, parce que les enfants, en fait, ils traversent fréquemment. Il faudra les arrêter parce que ça devient de plus en plus dangereux, quoi. La route a été construite il y a environ 10 ans. La jeune génération qui a connu Mtsapéré avant la construction de cette route nationale indique d'ailleurs que cette route a créé une frontière entre les Mtsapérois et le remblai, un coin où pourtant tous s'amusaient en jouant au foot ou en plongeant vers les eaux encore claires. Les Mtsapérois nostalgiques, il semblerait, Zaidou Tabandaï. Ça ne vous a pas échappé que ça se passe dans le village que je porte au plus profond de mon cœur. Il y a un directeur de DEAL ici qui me disait qu'à l'époque, la commande qui lui était passée par l'État central, c'était de traverser du village. C'est tout, c'était ça la commande. Donc ils ont fait ce qu'on lui avait demandé, juste tracer. Donc pas de lumière,
aucun aménagement spécifique pour permettre à la population d'aller vers la mer. Et là, aujourd'hui, les enfants sont... parce que, vous savez, dans notre tradition, dans nos cultures, dans nos us et coutumes, déjà, par rapport à certaines maladies, les gens sont obligés de traverser pour aller se baigner dans la mer. Ça, c'est connu, ça. Il y a eu des accidents d'enfants par rapport à ça, des parents. Moi, je me souviens, il y a une année, une jeune infirmière de Sada qui a trouvé la mort, là, vers 18h, 19h, par là, en allant au travail. Il y a quelques années, c'était le fils de notre professeur à nous tous ici, Jack Pass. Et c'est le bout de route, sans doute le plus mortel de Mayotte. Et il y a 15... C'est parti de là. Hein. On a demandé à l'État local de tracer, de faire une voie, de traverser le village. Pas de lumière, pas de traversée aménagée, pas d'aménagement spécifique. Ça, je pense, au bout de 10 ans, les gens qui tiennent l'État ici devraient avoir un problème de conscience. Ça ne peut pas rester en l'État comme ça. C'est une route nationale. Ils doivent, eux, les gestionnaires de l'État ici, local, regarder de très près ce bout de route qui est le plus mortel peut-être de France, en tout cas ça en fait partie. Ça ne peut pas durer puisque derrière c'est un village, un vieux village très densément peuplé et on peut pas continuer à le laisser dans le noir sans aménagement comme ça. Autant ça tenait il y a 15 ans, aujourd'hui ça ne tient plus. Moi ce que je voudrais dire à cette jeunesse, parce que j'ai vu un phénomène de société ces derniers temps, plusieurs jeunes en moto, scooter, s'amasser autour de la rue. Je ne sais pas ce phénomène de société là, je ne sais pas d'où ça vient ce mode, mais c'est extrêmement dangereux. Ben, en tant que grand frère, je leur dis ce soir, s'ils me regardent, il faut qu'ils évitent ça, parce que les gens en route, il y a des fous, il y a des gens qui roulent comme des fous sur le bout de route, et il faut qu'ils arrêtent cette culture qui vient de je ne sais pas où. Je respecte cette jeunesse, mais qu'ils aillent trouver un autre endroit pour se retrouver, parce que vraiment c'est pas l'endroit où ils doivent vivre leur convivialité, leur retrouvaille. C'est dangereux, c'est très dangereux. Est-ce que c'est la faute à ces jeunes, parce que eux, il n'y a aucune interdiction qui est mise en place, il n'y a aucune prévention, aucune sensibilisation, aucune information. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, ces jeunes-là, on ne leur a pas strictement interdit de se poser là. Alors le ton que j'emploie ici, je ne les accable pas, je ne les braque pas. Je donne plutôt une invitation fraternelle en tant qu'élu, en tant que grand frère, tout simplement. Je ne sais pas, il y a des gens dont leur mission c'est d'informer, mais on n'informe pas, peut-être pas assez. Il y en a qui essayent, mais ce n'est pas suffisamment. Eh bien, je profite de cette occasion. De sensibilisation, de prévention. C'est ce que j'essaie de faire ici, de leur dire fortement que ce phénomène que j'ai constaté ces derniers mois-là, de troupement des jeunes avec leur scooter à des heures très décalées dans la nuit, au bord de cette route, il faut qu'ils aient... Parce que l'enfant, l'adolescent, un enfant, c'est ce que le parent a de plus cher. Donc, qu'ils aillent trouver un autre espace pour se retrouver en amis, mais au bord de cette bout de route, il y a des gens qui roulent là comme des fous. Même si on place des gendarmes partout, à un moment donné, les gendarmes ne peuvent pas être là à 24 heures sur 24. Je voudrais vraiment qu'ils m'entendent, qu'ils comprennent qu'à partir de ce soir, qu'ils acceptent le principe qu'ils ne peuvent pas se retrouver au bout de cette route. Est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus grave au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement de Mayotte? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de parcours tout simplement? Oui, je l'ai expliqué. La commande à l'époque... On parle de route nationale, mais il y a d'autres aberrations, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, à Mayotte, on n'a pas ici l'habitude de bâtir un projet de ville, parce que ça aussi, ça pouvait rentrer dans un logis. Moi, qui a accompagné une municipalité pendant plusieurs années, je constatais, on le disait souvent en direction technique, on bricole, on construit un bout de route par ici, on construit des caniveaux par là, mais rare ici, on dirait même quasiment, il n'y a pas une collectivité qui a su pour l'instant bâtir un projet de ville qui tiendrait compte de ça. Donc, concernant ce bout de route, il y a 10 ans, l'État n'a pas vu grand. Et je dirais même qu'ils ont vu petit. En 10 ans qu'on trace juste une traversée comme ça pour permettre aux voitures de contourner le village. Eh bien, le village a grandi, la population a nettement augmenté, pas de lumière, pas d'aménagement spécifique. Ce bout de route est devenu un mouroir terrible et ça ne peut pas... Vraiment, je demande au préfet de demander au service DDL de regarder ce bout de route de très près. Parce que perdre un enfant, c'est le drame le plus violent que peut subir un parent. Merci beaucoup, Zaidu Tamantaï. Les policiers municipaux, on les connaît pour leur rôle en tant que force de l'ordre. Ils courent derrière les vendeurs à la sauvette presque toutes les semaines. Contrôle de la circulation à Mamoudzou. Ce que l'on sait moins, c'est que les agents de la police municipale sont souvent, bien malgré eux, obligés de faire office de garderie. Regardez plutôt ces images signées Shakila Issouf.
Allô Oui. Au moins une fois par semaine, les policiers municipaux doivent répondre aux sollicitations des établissements scolaires de Mamoudzou. Entre 11 et 13 heures, heure à laquelle les écoliers doivent sortir de leurs établissements, il arrive qu'un enfant se retrouve quelque peu perdu. On a oublié de venir le récupérer. La police est alors contactée. Elle se doit de garder ses enfants en attendant que leurs parents viennent les récupérer. Normalement, il devait le récupérer depuis midi. Là, il est pratiquement à 16 heures. Donc, le directeur vient de m'appeler pour qu'on aille faire des recherches à ce qu'on trouve les parents pour qu'ils aillent récupérer leurs enfants. En moyenne, 4 enfants découvrent les locaux de la police municipale chaque semaine. Depuis quelques années, à chaque rentrée, les élèves doivent remplir un questionnaire afin de donner le plus d'informations possible aux forces de l'ordre. Donc vous le voyez, ça c'est une fiche, c'est tout ce qui est renseignement au téléphone et l'adresse de l'enfant. D'accord ? Les parents et tout est là. D'accord ? Des établissements rassurés par cette proximité, des enfants qui voient cela comme une nouvelle aventure. La police municipale a la cote auprès des plus jeunes et cela ne risque pas de changer de sitôt. Voilà, donc un service de proximité plus qu'actif. Il est 19h26, l'heure pour nous de faire un point du côté de l'actualité en bref dans votre journal. La préfecture annonce avoir présenté aux élus le 28 octobre la mise en route d'un réseau de médiateurs de proximité à titre expérimental. Un dispositif entièrement financé par l'État qui permettra à 155 médiateurs de se déployer aux abords des établissements scolaires et dans les quartiers afin de faire face de manière préventive aux situations tendues. Cela permettra également aux médiateurs d'acquérir une expérience professionnelle et des compétences par le biais d'une formation de 200 heures. Les premiers recrutements seront lancés fin novembre. Au-delà du concept sécuritaire, la professionnalisation des personnes recrutées constitue une pierre angulaire du système mis en place. L'union de la Caisse d'allocation familiale et de la Caisse de sécurité sociale est inscrite au projet de loi de finances 2015. Si rien n'était acté tant que le projet de loi n'était pas adopté à l'Assemblée nationale, c'est chose faite depuis mardi. Les députés ont validé le principe d'un organisme de base incluant la CAF. Des économies de fonctionnement sont attendues. Il ne manque plus que le décret d'application. C'est ce qu'attendent les salariés des caisses pour savoir si la transition a prévu des dispositions préjudiciables. L'établissement des allocations familiales de Mayotte ne dépendra donc plus de la caisse réunionnaise. Le tirage au sort du 7e et premier tour de la Coupe de France a été effectué. Avranches a une nouvelle fois été tiré au sort. L'équipe avait déjà battu le club de Koropa il y a quelques années. Cette fois-ci, le club recevra l'AS Jumeaux de Mzouazia, dont les joueurs ont eu une frayeur hier. En effet, une information selon laquelle leur équipe avait été disqualifiée a circulé, ce que la Ligue de football mahoraise a immédiatement contredit. Attention cependant, un recours en référé devant le tribunal administratif de l'AS Sada est annoncé. L'école élémentaire de Montbagny a accueilli un champion cet après-midi. À l'initiative de l'association La Tour Mahoraise, Adrien, 23 ans, est venu partager sa passion des échecs. Ce maître qui enchaîne les récompenses a disputé plusieurs parties cet après-midi. Plusieurs parties en simultané, s'il vous plaît. Les images sont signées Nourdine Abdourahim. Adrien, très fort maître international, va venir jouer. Et donc il va jouer, les blancs commencent, et puis vous jouerez à tour de rôle au moment où il arrivera. Pas si facile de mettre en échec un expert de l'échiquier. Pourtant, ils sont 20 aujourd'hui face à lui à vouloir tenter leur chance. Face à Adrien, seul ou à plusieurs, le temps de la réflexion n'est jamais assez long. Objectif de la partie, piéger le roi, échec et mat. C'est une fierté d'un côté, mais en même temps on sait que c'est de la chance. Mais ça reste une fierté de jouer avec quelqu'un d'aussi fort. Et puis c'est très très impressionnant parce qu'il joue avec 20 personnes en même temps et il gagne à chaque fois, donc c'est impressionnant. Alors faut différentes choses, faut à la fois une bonne capacité de concentration parce que les parties peuvent durer longtemps. Donc faut naturellement être patient aussi. Et faut être assez fort en géométrie dans l'espace pour imaginer où est-ce que les pièces vont se placer pour anticiper les coups. Et donc plusieurs petites capacités liées aux maths comme ça, le calcul et la géométrie dans l'espace, c'est très important.
Un coin tranquille, un échiquier, 64 cases, 32 pièces et beaucoup de stratégie. Adrien enchaîne les grands tournois. Il est de passage sur le territoire. L'association La Tour Mahoraise n'a pas hésité à le confronter à plusieurs joueurs. La pratique échiquienne développe des facultés mentales, des facultés d'anticipation, de concentration, de mise en place de stratégie, sa propre stratégie, comprendre la stratégie de son adversaire et s'y adapter, essayer d'anticiper. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Voilà. Adrien a découvert les échecs à 11 ans. Cela ne l'a pas empêché d'être 3 fois vice-champion de France. Un message plein d'espoir pour la jeune génération. Voilà pour l'actualité du jour. Zedou Tamanda, à la base, vous deviez venir pour nous parler de cette remise de médailles qui devait avoir lieu en fin d'après-midi aujourd'hui. Qu'on n'a pas fait parce que ça devrait se passer dans une partie de Mamoudzou qui était frappée par cette coupure d'électricité. Donc on ne l'a pas pu faire, on le fera un autre jour. Ce qu'il faut retenir, c'était un double exploit en fait. Exploit sur le plan d'organisation parce que mettre dans l'avion 10 jeunes, les avaient jusqu'à La Réunion, avec ils ont ramené 5 médailles. Surtout avec 0 € d'argent public. 0 € d'argent public, c'est incroyable en termes d'organisation. Mais notre président Tani Metsouali, c'est un génie en termes d'organisation. Et puis, exploit parce que sportivement, ces garçons avaient faim. Et sur place, je pense que tous les observateurs ont vu qu'il y a le potentiel dedans de champions. D'ailleurs, ça va être la lumière qui va guider le travail ici du club, qui doit, au mois de mars, être prêt pour le championnat de La Réunion et sans doute le championnat de France. Et on suivra bien évidemment les exploits de ces... La grande question, c'est comment ici à Mayotte construire dans l'excellence. Ce sera l'occasion d'un autre débat, je pense, malheureusement. L'heure est arrivée pour nous de nous quitter. On en parlera bien évidemment. On suivra cette cérémonie, on suivra le parcours de ces jeunes karatékas plein d'avenir. C'est la fin de cette édition un peu particulière. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Quentin et puis surtout demain, bonne fête d'Halloween. Demain, nous nous retrouverons du côté de Kaweni pour notre journal délocalisé. Et puis, en attendant, tout de suite, c'est la météo d'Ornée-la-Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. N'oubliez pas, sur OM5 à Paris, en multidiffusion, c'est possible. Allez, quoi y aller à tous.